C'est déjà la suite dans l'essentiel. On va plus loin avec Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Qui titre en mai sur le choc urbain et aussi, vous allez le voir, c'est en haut à gauche sur l'écran, l'Afrique du Sud dans l'attente du grand changement. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler. Avec au sommaire justement aujourd'hui cette participation en hausse par rapport à 2019 en Afrique du Sud. Les électeurs sont appelés aux urnes. Élections législatives à risque pour l'ANC, le parti du président Cyril Ramaphosa qui pourrait perdre sa majorité absolue. Une première en 30 ans depuis la fin de l'apartheid. L'offensive à Rafah, l'armée israélienne prend le contrôle tactique du corridor de Philadelphie à la frontière sud de la bande de Gaza, celle avec l'Égypte, malgré les condamnations et les appels. Dernier en date, celui des États-Unis a préparé un plan d'après-guerre au plus vite. C'est tout de suite, on va plus loin. S'agit-il d'un avertissement, celui que les électeurs sud-africains s'apprêtent à adresser à l'ANC si l'on en croit les derniers sondages? Pour la première fois en 30 ans, le parti au pouvoir en Afrique du Sud pourrait échouer à réunir une majorité absolue au Parlement, alors que le pays vote ce mercredi. Élections législatives dont les enjeux nous sont résumés en images par Olivier Fessol. Dès le petit matin, ces électeurs sud-africains font la queue pour glisser leur bulletin dans l'urne et renouveler leur Parlement. Le scrutin se joue à la proportionnelle. Les habitants de la nation arc-en-ciel ont le choix entre une cinquantaine de listes. Et pour la première fois depuis 30 ans, l'ANC, le parti historique qui a mis fin à l'apartheid, risque de perdre son hégémonie. 30 ans de démocratie, c'est un très long chemin que l'on a parcouru et je veux continuer à aider notre pays à s'améliorer. Je pense que cette élection changera le paysage électoral et qu'elle permettra à notre démocratie de mûrir un peu plus. Il est évident que notre pays a des défauts, mais je ne pense pas que nous résoudrons ces problèmes à court terme. Pénurie d'eau et d'électricité récurrente, affaires de corruption, chômage à plus de 30%, le piètre bilan économique de l'ANC est le principal argument de campagne de ses adversaires. L'Alternative démocratique, premier parti d'opposition, espère relever les finances du pays, mais promet surtout de chasser le pouvoir en place. Je suis conscient du fait qu'aucun parti n'obtiendrait de majorité absolue lors de ces élections. Et pour la première fois depuis 30 ans, l'Afrique du Sud a l'opportunité de changer son gouvernement. Venu voter dans le township de Soweto où il a grandi, le président Ramaphosa est confiant dans la victoire de son camp. En fin de compte, c'est le processus démocratique de notre pays qui sortira vainqueur et l'ANC en récoltera les fruits en devenant le parti majoritaire. Si les électeurs mettent le parti historique de Nelson Mandela en minorité, l'ANC serait forcée à partager le pouvoir pour la première fois de son histoire. Une coalition soit vers le centre avec les libéraux de l'Alternative démocratique, soit avec deux dissidents de l'ANC, l'ancien Premier ministre Jacob Zuma ou le leader marxiste Julius Malema. Et direction l'Afrique du Sud, le cap où l'on retrouve pour France 24 Caroline Dumais. Caroline, l'enjeu principal de cette élection, c'est le niveau de mobilisation de chaque électorat face à un paysage politique de plus en plus morcelé. Absolument, et c'est vrai qu'on s'oriente vers une sorte de cohabitation des coalitions si l'ANC n'a pas la majorité au Parlement. Mais je crois que les choses sont beaucoup plus complexes que le sujet que vous venez de diffuser laisse penser. D'abord, on voit très très mal l'ANC faire alliance, cohabiter avec l'Alliance démocratique. Je veux dire, on n'est pas du tout en 1994, on n'a pas vraiment de crise politique, on a une crise économique, mais on sent mal quand même un gouvernement d'union nationale avec l'Alliance démocratique, un parti dit de blanc, qui pourrait leur donner des conseils. Je crois que les choses seront beaucoup plus complexes. Elles vont dépendre en fait du nombre de points que l'ANC manque. C'est-à-dire que si l'ANC est à 45%, qu'il lui manque 5 points, si elle est à moins, si elle est à plus, ça va changer les choses. Parce qu'il y a toute une myriade de petits partis en fait qui pourraient aussi faire alliance avec l'ANC. Vous avez le parti Bossa de Moussi Maïmane, vous avez le parti Good de Patricia Delille, vous avez des tas de petits partis qui pourraient faire alliance avec l'ANC et gagner 4, 5, 6 points. Et puis on peut aussi avoir
avoir des alliances qui sont dans les provinces et qui ne sont pas au niveau national. C'est-à-dire que l'ANC peut s'allier avec le MK pour garder la province Zoulou et puis pas du tout vouloir de Jacob Zuma au niveau national. Donc les choses sont extrêmement complexes et elles vont en fait dépendre, un, du score de l'ANC et deux, du score des autres partis en présence. Alors ce score de l'ANC, justement, Caroline Dumais, dont on a bien compris qu'il sera déterminant sur la suite des événements, c'est un référendum sur le bilan de Cyril Ramaphosa lui-même? Oui, bien sûr, parce que en fait, Cyril Ramaphosa a fait campagne sur le bilan des 30 ans de l'ANC. Il n'a pas vraiment fait campagne sur les 10 dernières années. Et il faut aussi comprendre que là, il y a eu d'énormes avancées en 30 ans, hein, d'énormes avancées sociales, hein, que ça soit sur la création d'une classe moyenne, tout ce qui est Black Economic Empowerment avec la discrimination positive dans le milieu des affaires et puis des subventions sociales, 19 millions Sud-Africains qui bénéficient aujourd'hui de subventions sociales, d'un salaire minimum, etc. Mais les dernières années, effectivement, sont peu favorables à l'ANC. Et Cyril Ramaphosa a endossé, a assumé un petit peu le bilan général de l'ANC. Bien évidemment, ses détracteurs ont fait campagne à l'instant T. À l'instant T, aujourd'hui, l'ANC a beau avoir construit 2 millions de maisons dans les 10 premières années de sa gouvernance, elle n'en a pas construit beaucoup plus dans les 10 dernières années. Et les 15 dernières années, en fait, affichent vraiment un déclin économique de l'Afrique du Sud. Donc, les électeurs, bien évidemment, voient cette élection comme une élection sanction. Ils veulent protester contre le manque d'emploi, contre les pannes d'électricité, contre l'eau qui n'est pas potable, contre les difficultés de la vie quotidienne aujourd'hui qui touchent 62 millions de personnes. Merci Caroline Dumais, vous restez avec nous. Ziad Limam, d'abord sur le nombre de lits, je crois une cinquantaine, on peut considérer la diversité de l'offre politique comme un signe de vitalité démocratique de l'Afrique du Sud ou au contraire une perte du sens de l'intérêt général qu'incarnait d'une certaine manière Nelson Mandela avec cette cohésion formidable qu'il avait su générer derrière lui? Non, il n'y a pas de... Je ne pense pas que le nombre de partis ou de formations soit un véritable problème. Ça reflète une diversité. Je me rappelle très bien, lors de la première élection du bulletin de vote, parce que je l'avais gardé, le bulletin de vote, il faisait presque 70 cm avec 15, 20, 25, 30 partis. Donc là-dessus, je ne pense pas que ça soit vraiment problématique. Je pense aussi que c'est un système assez particulier qui est à la fois parlementaire et sans l'être vraiment, puisqu'il y a un président de la République qui est élu par le Parlement, mais qui a des pouvoirs importants exécutifs. Il y a des vice-présidents aussi qui peuvent peser dans l'équation. Comme l'a dit Caroline, c'est aussi une espèce de fédération parce que les provinces pèsent lourd sur le plan institutionnel et le plan budgétaire. Elles ont aussi une identité culturelle forte, ce qu'on oublie aussi, mais l'Afrique du Sud est un pays... sur le plan ethno-culturel, où il y a quand même des nations différentes, la nation Zoulou, la nation Xhosa, les métis qui en soi forment une espèce de nation aussi, les gens d'origine indienne, les blancs d'Afrique, les afrikaners, les anglophones, enfin tout ça c'est des nations dans la nation, et donc forcément trouver une unité dans ce pays, c'est pas toujours simple. Mandela avait cette force parce qu'il avait le poids de l'histoire et cette décision d'éviter la guerre et de sortir de l'apartheid par la négociation. Mais cette période est aussi porteuse des difficultés d'aujourd'hui parce que dans le deal qui a eu lieu à l'époque, on a hérité d'une formidable inégalité dans ce pays. C'est-à-dire que l'inégalité n'a jamais réellement baissé. Caroline parlait du Black Empowerment, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu l'émergence d'une classe d'affaires, d'une bourgeoisie noire, mais qui se comporte comme une bourgeoisie noire. Et aujourd'hui, la grande majorité des Sud-Africains sont restés des gens pauvres. C'est marqué par la race aussi. C'est resté des gens pauvres. C'est le pays le plus inégalitaire au monde. C'est-à-dire, c'est pire que le Venezuela. Voilà. Donc, on a cet héritage qui est très violent et qui entraîne la violence, parce que l'inégalité entraîne la violence. L'inégalité entraîne une espèce de désaffection par rapport au pouvoir politique. Alors là où ça joue, effectivement, c'est que
on a utilisé, nous, dans le magazine, l'expression « the devil we know », le diable qu'on connaît. Et pour une grande partie des Sud-Africains aujourd'hui, en particulier ceux qui sont les enfants de l'apartheid, les born free, comme on dit, ceux qui sont nés après l'apartheid, eh ben, bon, au moins l'ANC, on sait. On sait ce que c'est, on sait qui ils sont, ils portent un héritage, c'est peut-être moins dangereux que l'extrême gauche sud-africaine ou que la néo-droite des démocrates. Gauthier Rybinski, Cyril Ramaphosa porte une responsabilité personnelle dans ces désillusions aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même souligner qu'il a multiplié les promesses à la veille de ces élections. C'est le Père Noël. Le système de santé, voilà, la gratuité peut-être à terme, privé ou public d'ailleurs, hein, un système de revenus de base universelle et puis même des coupures qui se sont fait plus rares à l'approche du scrutin alors qu'elles jalonnent quand même le quotidien des Sud-Africains d'électricité, d'eau. Il y a une forme de démagogie coupable aussi dans la campagne qu'il a menée? C'est-à-dire que ce qui est compliqué pour des hommes qui succèdent à quelqu'un comme Nelson Mandela, c'est d'essayer d'une manière ou d'une autre d'être un peu à la hauteur. Or, en fait, ce qu'on a vu aussi avec Mandela, c'est que autant il avait été un chef, un combattant extraordinaire, autant par la suite, et ça il s'en était lui-même rendu compte, le fait d'être président, c'était une autre façon d'aborder les choses. Et que là, vous avez aussi bien de la part d'un Jacob Zuma, qui était le prédécesseur de Ramaphosa, que de Ramaphosa lui-même, la volonté faite d'être dans la surenchère par rapport à des choses structurelles que soulignait Ziad, que sont effectivement la pauvreté et l'absence de perspective, même hormis pour une certaine petite bourgeoisie noire. Mais si vous voulez, encore une fois, et c'est ça le véritable problème, surtout en Afrique du Sud, c'est que ces inégalités recouvrent la ligne, la traçabilité, ou plutôt la séparation entre noirs et blancs et non noirs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces inégalités recouvrent des choses qui sont dans l'histoire de l'Afrique du Sud et dont on pensait qu'elles pouvaient être révolue. Et en ce sens, la volonté d'un Ramaphosa de dire il y aura gratuité, par exemple, des soins, que ce soit dans un établissement public ou privé, c'est effectivement quelque chose qui est très, très difficilement applicable et qui, de fait, marche au fond, sur la démagogie. Ouais. Est-ce que les gens vont être dupes de ça? Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève aussi du sentiment, de la psychologie. C'est très, très, très difficile, y compris pour des Sud-Africains qui sont relativement jeunes, de brûler ce qui a été adoré. De se dire, finalement, le modèle qu'on nous a proposé, il est très bien sur le papier, mais on voit sa réalisation. On l'entend, on le voit, on l'imagine souvent comme aussi responsable du boulet, d'une certaine manière, que traîne aujourd'hui Ramaphosa. Caroline Dumais, c'est Jacob Zuma, son prédécesseur. Or, on le voit, il est de retour. Les sondages lui le créditent d'environ 20% des voix. Un électeur sur 5 sera encore prêt à voter Jacob Zuma. Comment peut-on l'expliquer ? Non, les sondages le créditent pas de 20%, de 20% peut-être dans la province Zoulou, hein, mais quand même on doute qu'il fasse 20% au niveau national. Hein. En même temps, ces sondages sont quand même pas toujours très fiables en Afrique du Sud. On peut l'expliquer parce que c'est dans l'ANC finalement Jacob Zuma le seul qui a une communauté, un village qui est extrêmement charismatique, une identité. C'est un chef zoulou, hein, il est pris comme tel. Et quand on va à ces meetings, on s'aperçoit qu'il est extrêmement populaire. Il se présente comme une victime et ses partisans en fait le considère aussi comme une victime du système judiciaire, de tout ce qui est corruption. Ça ne choque vraiment plus personne aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est non seulement populaire, mais aussi extrêmement puissant. Il ne faut quand même pas oublier que Jacob Zuma a été instrumental dans les années 90 et pour même l'élection en 94, les premières élections démocratiques. Il ne faut pas oublier que le parti Zulu Inkatha ne voulait pas participer à ces élections, qu'il y avait des affrontements sanglants régulièrement avec l'ANC et que Zuma faisait
faisait partie des services de l'ANC et a été instrumental pour ramener la paix au pays zoulou. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de contacts, un réseau et qui est extrêmement populaire également. Ziad Limam, on a effectivement à travers ce personnage un cas de corruption qui a été amené sur le devant de la scène d'une certaine manière et qui illustre peut-être aussi parfois les errements auxquels a été confrontée l'ANC au pouvoir. Non, je pense que l'ANC est gangrénée par la corruption. Ça, c'est clair. C'est un parti dominant qui, sauf peut-être aujourd'hui, va passer en dessous des 50%, mais qui, depuis Mandela, son pouvoir quasi absolu sur l'Afrique du Sud, porté par une légitimité, encore une fois, historique qu'il ne faut pas négliger. Mais tout ça, ça a créé des baronnies, ça a créé de la corruption intérieure, ça a créé, dès la fin des années Mbeki, en fait, dès le milieu, dès la fin des années Mbeki, on rentre dans ces circuits-là. Et ces circuits ont un coût. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, de la fin de Mandela et celle du début des années Mbeki, c'est la première puissance économique africaine de loin. Et il n'y a pas de discussion. Les gens voyageaient là-bas et disaient « mais c'est dingue, les autoroutes, les mines, les trucs, etc. » C'était une puissance. Pendant 25 à 30 ans, on a fait 1% de croissance. Peut-être pas, j'exagère, mais disons, depuis 20 ans en tous les cas, depuis les années Zuma, c'est un pays qui tourne entre 0,5 et 1% de croissance. Donc ça veut dire que ce pays qui était la première puissance d'Afrique est aujourd'hui la troisième. Alors bon, ça se discute les chiffres entre l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais que le Nigeria, avec tous ses problèmes, pèse autant aujourd'hui que l'Afrique du Sud, c'est quelque chose de surréaliste. Et je pense que tous les problèmes de l'Afrique du Sud aujourd'hui viennent de cette situation économique qui fait que ce pays qui était une puissance est devenu un pays presque de second rang en Afrique. Et c'est très intéressant. Regardez le destin d'une ville comme Johannesburg, qui était une espèce de magnet, comme on dit en anglais, une espèce de... Tout le monde y allait, il y avait la musique, les arts, la culture, le business. C'est plus Johannesburg, c'est Nairobi dans la région. Est-ce qu'on imagine, il y a 15 ans, que Nairobi pouvait un jour supplanter, ou en tous les cas se mettre à jeu égal? Ça prouve que le dynamisme est ailleurs. Pour peu qu'il y ait du dynamisme, il est ailleurs. Ça prouve que la crise socio-économique que vit l'Afrique du Sud est très profonde et qu'il faut un changement. Alors, ce que dit Caroline, c'est vrai, il va y avoir des tractations de boutiquiers à 45, à 48, avec qui, par qui, comment, etc. Mais l'Afrique, c'est un pays qui a besoin d'un kickstart, d'un changement, de quelque chose qui bouge. Et c'est là qu'on va voir si ce soir, les électeurs ne vont pas envoyer ce message quand même. Même s'ils savent que ça ne sera pas à 100%, parce que l'ANC restera au centre du jeu. Mais d'envoyer, et j'aimerais bien qu'on se voit demain ou après-demain ou samedi pour voir quels sont les résultats, c'est ce message-là, je pense, qui va sortir des urnes. Et vous serez sans doute là vendredi. Oui, mais je pense qu'on n'aura pas grand-chose avant samedi, me dit-on. Pour nous livrer votre analyse, si tant est effectivement que nous ayons des résultats d'ici là. Merci beaucoup à Caroline Dumais qui était avec nous en direct du Cap. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade de ces élections. Les bureaux de vote devraient fermer d'ici une dizaine de minutes, normalement. L'actualité, ce sont aussi ces nouvelles manifestations ici en France en soutien à la population palestinienne à Gaza. Un rassemblement a lieu à Paris pour la 3e journée d'affilée. Des manifestants qui condamnent l'offensive israélienne sur Rafah à l'unisson des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alexandre Perroux nous en dit plus pour France Télévisions. Sébastien Delogu applaudit. Hier soir, lors d'un rassemblement de soutien à la population gazaoui après les bombardements meurtriers à Rafah, le député insoumis est acclamé aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Il a brandi quelques heures plus tôt un drapeau palestinien en plein hémicycle. On a besoin que l'État français reconnaisse justement l'État de Palestine. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait et j'en suis fier. La scène a eu lieu hier après-midi pendant les questions au gouvernement et lui a valu d'être sanctionné. Le geste a même provoqué de violentes altercations dans les couloirs, comme ici, entre deux députés insoumis et cet autre, proche de Benjamin Netanyahou. À qui tu parles? On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, libérer les otages, vous n'avez pas honte. Dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Hier soir, en meeting pour les Européennes, le Premier ministre lui aussi a condamné le coup d'éclat de Sébastien Delogu. À l'Assemblée nationale, il n'y a que deux drapeaux derrière lesquels nous nous retrouvons tous. Le drapeau de la République française et le drapeau de l'Union européenne. Dans le même temps, ces bombardements ont indigné partout dans le monde et au-delà de la classe politique. Sur les réseaux sociaux, les messages de colère se multiplient, comme celui du chanteur Vianney.
D'autres personnalités, comme Omar Sy, la vidéaste Lena Situation ou le footballeur Ousmane Dembélé, ont eux partagé cette image, déjà reprise 38 millions de fois. All eyes on Rafah, tous les yeux vers Rafah. Voilà, et puis le député LFI Aymeric Caron lui diffusait ce mercredi, toujours à l'Assemblée nationale, un film consacré aux actions de l'armée israélienne à Gaza. Gauthier Ribinski, hier, c'était le député insoumis qu'on a vu dans ce reportage, Sébastien Delogu, qui écopait d'une exclusion de 15 jours au Palais Bourbon pour avoir brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Vous comprenez cette sanction ? Écoutez, alors le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est ce qu'il est. Moi, ça me rappelle quelque chose d'analogue qui s'était produit au Bundestag en Allemagne, où les gens avaient été sortis justement parce qu'ils avaient brandi une pancarte où il était indiqué « retrait de l'armée allemande ». Et devant le tollé que ça avait suscité, le président avait dit « attendez, la fois précédente où il y a eu désordre dans le Parlement, on a su ce que ça a donné. » Alors, qui est ça, par exemple, en Allemagne, on peut comprendre. Là, simplement, moi, je crois que... De qui se moque-t-on dans cette affaire ? C'est-à-dire que les députés LFI, où étaient-ils ? Pardonnez-moi, je reviens toujours à ça, mais où sont-ils quand il y a régulièrement, et depuis X années, où on dit, ça y est, la cause palestinienne c'est terminé, on l'avait sous le tapis. Quand, par exemple, Trump pond un rapport avec son gendre en 2020 sur finalement l'organisation d'une zone économique en Cisjordanie qui balaie totalement les revendications politiques des Palestiniens. Où sont-ils ? Bon, alors je veux dire que ce n'est pas une importation du conflit israélo-palestinien, c'est un effet d'aubaine pour certains qui voient un lien, alors à la fois politique pour ramasser de l'électorat, et pour certains électeurs, oui, il y a une sorte de calque, puisqu'ils pensent qu'une situation donnée de défaveur, on va dire, de précarité économique, ressemble, excusez du peu, à celle des Palestiniens, ce qui là encore est faux. Donc là, sur l'attitude de LFI, je crois c'est de l'opportunisme avec finalement très peu d'intérêt. La méconnaissance de la cause palestinienne est crasse dans ces milieux-là. Alors, on va en mettre pour d'autres, si vous voulez bien. Ils ont quand même une Palestinienne sur la liste, liste européenne. Oui, mais alors, on trouve toujours des alibis, si vous voulez. C'est comme le Front National qui, autrefois, avait toujours une personne d'origine arabe. Bon, c'est un peu aussi, toute proportion gardée, la même chose avec le Rassemblement National, qui aujourd'hui est philosémite et prétend défendre les Juifs. Ça, c'est la vision française qui prétend être un regard mondial et qui, en l'occurrence, se regarde le nombril avec toutes les dérives que ça peut expliquer ou contenir et surtout la mauvaise foi. Emmanuel Macron, en tout cas, lui a appelé ce mercredi le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, conversation téléphonique dans laquelle il l'a appelé justement à mettre en œuvre les réformes indispensables dans la perspective de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Voilà ce que rapporte l'Élysée dans un communiqué. Vous comprenez, c'est préalable à une reconnaissance par la France, Ziad Limam ? C'est un prétexte. C'est de la diplomatie, c'est du millimétré, mais bon, je pense que tout ça, c'est parce qu'on sait, je pense qu'on sait qu'on va être poussé à la reconnaissance. Je parle des gens de l'Élysée, du Quai d'Orsay, etc. Et donc, on met des mots avant d'aller vers ce pas-là en disant, etc. Mais bon, je veux dire, c'est quoi l'histoire ? C'est le prêtre qui se fout de la charité, excusez-moi, je veux dire, de dire à la pauvre autorité palestinienne qui est pratiquement encerclée à Ramallah, dans une Cisjordanie qui est envahie littéralement aujourd'hui par soit les colons, soit l'armée israélienne, de leur dire « organisez-vous pour être un peu plus fort ». Je trouve que franchement, bon, il y a des limites à ce genre de discours. Et là où je suis un petit peu en contradiction avec toi, c'est que l'opinion, elle est très divisée, parce qu'en fait, c'est quand même un conflit importé. C'est-à-dire qu'en France, il y a la plus grande communauté arabe ou musulmane d'Europe, et il y a la plus grande communauté juive d'Europe, et donc on ne peut pas ne pas être dans ce conflit. On ne peut pas ne pas le vivre. Les gens le vivent. Parce que justement, il n'y a pas une responsabilité supplémentaire au terme qu'on emploie. C'est pour ça que le niveau assez crasse, et là je suis d'accord, général de la discussion, est terrible, parce qu'il ouvre la porte aux violences. Il ouvre la porte à la manifestation, il ouvre la porte aux invectives qu'on voit tous les jours. C'est vraiment triste sur le niveau de débat. Mais encore une fois, je pense que la France aurait tout intérêt à reconnaître l'État de Palestine, parce que c'est aussi une manière de dire il y aura deux États, c'est aussi une manière de faire pression sur Israël, mais aussi de faire pression sur le Hamas. L'autorité palestinienne
elle ne va pas se renforcer par le miracle de Dieu ou par l'intervention de je ne sais qui. Elle a besoin de signaux forts. Elle existe, l'autorité. Il y a des diplomates dans le monde entier, il y a les gens à l'ONU, il y a des gens partout. Il y a l'UNESCO. Il y a une proto-administration. C'est des gens plutôt bien, qui sont plutôt anti-Hamas, qui, même franchement anti-Hamas, qui sont porteurs d'une autre idée de la Palestine. Ils ont besoin d'être aidés. Vous êtes d'accord, Gauthier? Ce serait en fait un préalable nécessaire plutôt que l'aboutissement d'éventuelles négociations, cette reconnaissance qui aurait lieu, non pas comme le dit Emmanuel Macron sous le coup de l'émotion, mais justement parce qu'aujourd'hui il y a une situation rendue nécessaire comme l'ont décidé l'Espagne, la Norvège, l'Irlande. Écoutez, je pense que là où il y a un côté positif à la chose, c'est précisément par rapport à l'émotion qui est cultivée par les partis en présence. Souvenez-vous, après le 7 octobre et après le début des représailles israéliennes, tout le monde a dit « le temps n'est pas à la réflexion, nous sommes dans les sentiments, nous sommes dans l'émotion ». Là, on voit très bien que c'est exploité et surexploité. La vraie issue de cette affaire, c'est, je ne dis pas que c'est une condition suffisante, mais la condition sine qua non, c'est de dire il faut penser la chose de manière politique. Et non pas comme un Netanyahou qui dit je ne veux pas d'un État palestinien, et les errements, les atermoiements du Hamas qui, au gré de ces différentes chartes, prétend ne pas vouloir la disparition absolument d'Israël. Bref, tout ça, c'est le problème d'ailleurs, c'est avec qui on discute. Parce que le Hamas, il n'y a pas moyen, ça c'est sûr, il ne faut pas, mais l'autorité palestinienne, elle sait elle-même, je ne dis pas des personnes dont parlait Ziad Limam, mais l'autorité palestinienne s'est elle-même déconsidérée, et en plus, c'est vrai qu'il y avait un Netanyahou pour la rabaisser plus bas que terre. Donc ça veut dire aussi qu'il faut renouveler ce personnel-là pour espérer avoir une discussion, encore une fois, politique, oui, bien sûr. Oui, gros défi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ziad Limam, Gauthier Rybinski, Caroline Dumais qui était avec nous depuis Le Cap pour parler Afrique du Sud. On se retrouve dans 4 minutes dans l'essentiel.